devient un auteur grand public Oui. et à qui on va reprocher d'ailleurs de... On pourrait dire, sans faire de jeu de mots, c'est une carrière parallèle pour quelqu'un qui étudie les mondes parallèles. Oui, mais là, il est même plus parallèle parce que sa carrière universitaire, il en a plus Non, mais il a après. une carrière parallèle dans le domaine de Oui, l'ésotérisme. oui, 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 oui. Alors parlez-nous un petit peu de votre travail, Bon, pour faire une petite pause. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça vous a apporté, cette contribution à l'étude d'une croyance ésotérique contemporaine? Parce que ça, c'est quand même un titre assez alléchant. oui, alors qu'est-ce que ça m'a apporté? Bien, ça m'a apporté d'essayer de comprendre comment cette croyance qui est celle de Serge Hutin que non seulement il existe des sociétés secrètes, non seulement elles ont joué un rôle important dans l'histoire, mais il était absolument convaincu euh, que ces sociétés secrètes Ah, n'agissaient pas indépendamment les unes des autres. il y avait une sorte de complot, de conspiration, de réseau. Euh, il pensait qu'il y avait Derrière tout ça, il y avait une main. il y avait des gouvernants invisibles, pour reprendre son terme, ou en tout cas, et Parce que le parfois, titre, c'est gouvernement et société secrète, voilà, justement. voilà, et parfois le terme aussi qui peut revenir, mais qui soulève bien d'autres recherches de supérieurs inconnus, Oui. parce que voilà, Ça, ça renvoie à Madame dans Blavatsky, je l'histoire crois. maçonnique, martiniste, etc., ce terme de supérieur inconnu existe et renvoie à tout un ensemble de polémiques. En tout cas, il était convaincu que des personnages euh, influençaient ces sociétés secrètes dans un sens concerté. Oui, d'ailleurs, dans Alors, son livre sur la franc-maçonnerie, dans ces pages qui suivent la franc-maçonnerie et la Révolution, il développe des idées là-dessus, n'est-ce pas? Extraterrestres, enfin, une sorte de main invisible qui organise tout ça, qui... alors, cette idée-là n'était pas nouvelle à la période où Hutin a écrit ce livre, mais elle était surtout soutenue par des auteurs, on va dire, d'extrême droite. Ah oui, voilà. Euh, il faudrait reprendre tout le courant du 19e siècle, l'antimaçonnisme, l'antisémitisme, etc. Euh, Les protocoles de Sage de Sion, voilà, toute pourquoi cette pas. histoire. Le début 20e, toutes les ligues, etc., antimaçonniques. Est-ce que vous voulez dire par là, Euh, Monsieur Alvé, que ouais. quelque part, la thèse de Hutin est quand même assez polémique par rapport aux sociétés secrètes? C'est-à-dire qu'il dit ces sociétés secrètes, finalement, pour qui travaillent-elles? Et en fin de compte, son propos n'a peut-être pas tellement plu aux sociétés secrètes. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que c'est à mon sens l'un des rares francs-maçons, peut-être avec Pierre Mariel, qui est un autre auteur qui a aussi publié un ouvrage qui s'appelle Les sociétés secrètes mènent le monde chez Albin Michel, euh, mais qui ne va pas forcément aussi loin que Hutin dans ses idées. Donc c'est un des rares francs-maçons qui finalement a une position assez Et paradoxale oui, voilà. parce que il utilise des ouvrages qui parfois viennent d'auteurs anti-maçonniques, alors qu'il est lui-même maçon. Ce qu'on a pu peut-être lui reprocher à Serge Hutin, de ne pas être tout à fait logique dans sa... Donc là Euh, aussi, il était un peu en porte-à-faux avec ce milieu-là, quelque part. Hein. alors, il a pu penser, je pense, en 72, qu'on avait peut-être voulu lui faire payer un petit peu ce livre-là, qu'il avait Vous peut-être... avez des indices à ce sujet? Alors, dans certaines de ses lettres, Ah oui. mais bon, il se répandait beaucoup dans ses lettres, surtout à la fin de sa vie, par rapport à à cette période-là des années 70, qui a été douloureuse pour lui. Euh, je pense Une sorte de trahison, quelque part. il s'est senti
peut-être un petit peu Un peu, un peu comme ça, un renégat quelque part. mal perçu en tout cas par Ben ce oui. qu'il avait pu écrire, en particulier dans cet ouvrage. Alors je vais vous interrompre une petite seconde. Oui, Est-ce que est-ce qu'il s'intéressait à la question juive? Parce que quand même, aborder l'ésotérisme et les sociétés secrètes, enfin, et tout ce champ-là, oui, est-ce que le mot juif apparaît dans son travail? Moi, je n'ai pas eu l'occasion de lire tout ce qu'il a fait. Et notamment, j'ai parlé des protocoles des sages de Sion. Quand on parle de gouvernement invisible, on pense aussi éventuellement aux thèses antisémites sur les oui, oui. juifs qui gouvernent, Alors, je qui pense gouvernent que le monde. c'est vraiment l'ouvrage où il évoque le sujet. Ah, Euh, En fait, il y a une partie qui parle de la question générale des sociétés secrètes et de cette question possible de gouvernement invisible supérieur. Euh, Ensuite, il a toute une partie qui traite des Templiers, une partie sur la Révolution française. Alors, il était absolument passionné par l'histoire secrète oui, de la on parlait Révolution de française. cet ouvrage-là qui est paru. Voilà, en particulier passionné par Cagliostro et par la princesse de Lamballe, qui étaient deux personnages qui m'ont vraiment fasciné. Vous auriez peut-être voulu vivre à cette époque. Alors, d'ailleurs, alors non seulement il aurait peut-être, alors là c'est voulu vivre, mais Et peut-être alors, se prenait pas d'être pour une réincarnation. voilà, on pourrait parler de ces De croyances. Saint-Germain. Alors Saint-Germain, Cagliostro, la princesse de Lamballe. Vous avez l'impression qu'il se prenait pour un peu l'avatar ou la Alors, réincarnation. il a exprimé le fait qu'il pensait avoir eu des vies antérieures. Ah, quand même. Alors, c'est très particulier chez Hutin. Euh, il rapporte avoir eu des vies antérieures. Il était passionné par l'Atlantide. Alors, il pensait avoir eu une vie antérieure au moment de l'Atlantide, au Moyen Âge. Et au moment de la Révolution française, il parle d'un docteur Seifert, ou Sefer, qui était le médecin personnel de la princesse de Lamballe du duc d'Orléans, le futur Philippe Égalité. Et d'où le fait qu'il avait cette passion pour la princesse de Lamballe, étant donné qu'il pensait avoir eu ce lien historique à la princesse de Lamballe par l'intermédiaire de son médecin. Et donc tout cela a beaucoup influencé sa vie affective, ces histoires de vie antérieure, Oui. parce qu'il était toujours à la recherche de la femme idéale. Vous nous parliez tout à l'heure de cette affiche là qui l'avait impressionné. Là, Oui, de ce tableau, là, du bout du monde, oui. Alors bon, là, il Ah bon, faudrait... ça a interféré avec sa vie sentimentale. Ah oui, ces histoires de vie antérieure et de Mais il a quand même, princesse de Lamballe. est-ce que quand même il a, excusez-moi de poser la question, est-ce Ouais. qu'il a eu, est-ce qu'il a eu une vie de couple, est-ce qu'il a eu une vie amoureuse Alors ça, c'est une question à laquelle il est très difficile de Ah bon, répondre. je pose cette question comme ça à tout Euh, hasard. euh, Parce que même ses amis, je dirais, j'ai eu l'occasion d'avoir Claude Seignol au téléphone, qui l'a quand même bien connu. Et même Claude Seignol L'ignore. se demande quelle a été la vie vraiment affective de Serge Hutin. Ce qu'on sait, c'est qu'il est tombé amoureux plusieurs fois de certaines femmes qu'il a croisées, qui semblaient lui rappeler Oui. une femme rencontrée dans une vie Ah, antérieure. il fallait absolument qu'il y ait ça. Voilà. Une dimension C'était karmique. toujours, oui, il y avait toujours un rappel d'une, voilà, et surtout, ce qui était très important chez lui, c'était aussi ses rêves, parce que dans l'enfance, il avait déjà eu des rêves Ah oui, d'accord. importants, justement sur plus ou moins des expériences justement un petit peu ésotériques ou sexuelles avec une femme idéalisée. Mais Enfin, d'ailleurs, il a écrit sur le tantra quand même.
Oui, oui, tout à Tout de fait. même, tout de Ah même. oui, oui, non, il s'est intéressé. Oui, le tantrisme, les Alors secrets du justement, tantrisme, l'amour montrez-en, puisque magique. c'est le moment d'en Oui, parler. oui, oui, les secrets du tantrisme. euh, alors l'amour magique, on a Mais alors beaucoup là, de quand même, mal. c'est pas un sujet innocent. On veut dire, c'est comme quelqu'un qui s'intéresse à ces Ah oui, sujets-là. oui, oui. Ah non, non, il s'intéressait Mais il les a jamais en vécu particulier. pas en pratique. C'est à se demander, parce qu'il avait une grande connaissance, je dirais théorique, en particulier, Oui, c'est ça, théorique. voilà, l'amour magique, en particulier donc avec l'influence de cette femme Marie-Rose Balleron qu'il connaissait dans les années 70, qui l'avait un petit peu plus initié, je dirais, à certaines de ses approches parce qu'elle était membre d'une société secrète qui intéressait beaucoup Serge Hutin, qui est l'OTO, l'Ordo Templi Orientis, avec en particulier aussi un personnage qui les intéressait, qui était Aleister Crowley. Oui, qu'il a écrit aussi dessus. Alors, je n'ai pas le marabout de. Je voudrais vous poser une question Oui. à ce sujet. Est-ce qu'il s'était intéressé au fait justement que ces sociétés secrètes souvent étaient fermées aux femmes justement? Est-ce que ça l'interpellait cette espèce de Oui, alors misogynie peut-être en maçonnique, franc-maçonnerie. avec des exceptions, mais malgré tout, d'une manière générale, vous-même, est-ce que vous pouvez confirmer que, par exemple, est-ce qu'à la mort, qu'il y avait quand même est-ce que c'était quand même essentiellement masculin au martinisme en fait, quelle est la place quelle est l'attitude par rapport aux femmes dans tous ces milieux ésotériques, ces sociétés secrètes? Oui, je pense que lui, effectivement, était sans doute pas forcément heureux. Enfin bon, il était rentré à la Grande Loge de France, qui Hmm. n'était pas mixte, hein, alors, je pense que là, ce sont aussi des amis Oui, qui l'avaient parrainé parrainé. Oui. à la Grande Loge de France. Bon, il aurait peut-être pu rentrer au droit humain et dans des loges mixtes. Et dans les Il se trouve que, autres obédiences, c'était pareil? alors, dans d'autres obédiences, dans les groupes martinistes, il y avait des femmes. Oui, non, mais je ne sais pas très bien, c'est pour Oui, ça que je oui, vous pose la oui, oui. question. Oui. Non, non, puisque justement, Et à la Morque, à la Morque aussi, oui, c'était mixte. d'accord. Ouais, ouais. Non, non, je pense qu'il a freiquenté des, D'accord. des mouvements initiatiques aussi bien Alors, mixtes est-ce que. que, bon, on saute un peu de sujet, est-ce que on peut employer le mot New Age pour Hutin? Est-ce qu'il appartient à un acteur de ce courant ère du Verseau, New Age, fin Euh, des temps? Est-ce qu'il croyait que, est-ce qu'il attendait voilà, question en fin de compte, est-ce qu'il attendait que le monde change? oui, Est-ce qu'il se pensait que des nouvelles échéances oui, importantes oui. allaient se Alors, présenter? je me permets de revenir quand même Excusez-moi. à cette fameuse conférence manquée. Ah bah oui, bien sûr. Parce que, à force de chercher tout ce que Hutin avait publié, j'ai fini par la trouver, cette conférence. Ah oui. Parce qu'il l'avait donnée, il donnait ailleurs qu'à Paris, ou en tout cas il l'avait écrite. Ah bravo. Et elle a été publiée. Par conséquent, j'ai quand même fini par connaître le contenu de la conférence que j'avais manqué. Oui. Et cette conférence s'appelait Que nous préparent les gouvernants invisibles pour l'an 2000. Ah oui, puisqu'on était en 97. Et on était en 97. Et il s'attendait bien, effectivement, Et puis il y avait la fameuse éclipse de par Nostradamus. différentes voies, les prophéties de Nostradamus avec effectivement juillet 1999, par le passage de l'an 2000, par Qui a effectivement, manqué malheureusement. oui, par effectivement l'annonce d'une ère du Verseau, euh, et puis des considérations peut-être spirituelles parce il fait allusion quand même aussi à des prophéties bibliques. Et puis il y a Saint Euh, Malachie aussi. Oui. voilà, les prophéties des papes. Voilà, de toute façon, il s'intéressait à toutes ces prophéties. Donc, pour répondre à cette question, oui, il s'attendait effectivement à de grands bouleversements. Euh,
Alors, dans cette conférence qui a été publiée dans une toute petite revue belge, que je dois avoir... Oui, ça c'est une découverte importante dans votre vie personnelle. Oui. Non, mais que je dois avoir amené. Alors, en tout cas, c'est un ordre de... Parce que Hutin s'intéressait aussi à tout ce qui était templier, et donc dans les années 70, il y a eu un renouveau d'organisations plus ou moins néo-templières, et il y avait donc des ordres de templiers, néo-templiers, et il y a une revue belge qui a publié sa conférence, et il s'attendait à ce que des événements, on va dire, oui, qui nous fassent rentrer dans une autre période, se produisent. Lui était pensé que ça pourrait être autour de l'an 2000. Je pense en partie par son étude un peu des Centuries de Nostradamus, et le fait qu'on parlait beaucoup de l'an 2000. Oui, de toute façon. Sans Ce parler de la moment-là. prophétie Maya par la suite. Oui, alors en 2000 c'était peut-être moins. 2012 était peut-être moins en ligne de mire. Non, on n'en parlait pas trop. Mais ce qui est certain, c'est que dans cette conférence, il signalait un ouvrage qui venait de paraître. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le connaître. Je suis pas sûr, peut-être. Je sais pas. Qui a fait polémique sur le sujet des sociétés secrètes, qui maintenant est édité sous un autre titre. Et je pense qu'en fait, dans ce livre de 72, Serge Hutin avait déjà des intuitions assez fortes sur la façon dont le monde pouvait fonctionner, sans en avoir les véritables, comment je dirais, les preuves ou les noms ou voilà, des organisations, mais moi ce qui m'a intéressé, c'est cette conviction qui s'était formée chez lui au cours des années, parce que dans ses premiers livres sur les sociétés secrètes, il ne soutenait pas cette idée. Ah. Il exposait simplement l'existence des sociétés secrètes, voilà, bon, leur but, bon. Mais à partir de cette période de 71-72, il commence à développer cette idée. Et ce que j'ai essayé moi d'étudier dans mon mémoire, c'est comment cette croyance s'était formée, s'était progressivement formée chez lui. Alors, bon, il y a eu des influences d'autres auteurs, il y a eu son vécu personnel, et puis bon, des ouvrages qui sont parus entre-temps, mais bon, par rapport à ce que vous me demandiez sur sa position par rapport
aux Juifs, il est certain que Serge Hutin n'avait aucun sentiment antisémite. Oui. Voilà, je veux dire, Mais enfin, il n'en parlait pas non plus. Ils ne déterminaient pas leur rôle dans l'histoire ou dans la société moderne, ou je ne sais pas quoi. C'était presque une sorte de sujet qu'ils n'abordaient pas. Non, je ne sais pas, je pose la question. Oui, non, mais je veux dire, moi je parle dans sa vie, dans son rapport au peuple juif, au judaïsme, il n'avait pas un rejet des non, juifs non, mais enfin, il aurait pu être il aurait pu, dans le domaine des gouvernements invisibles, oui. il aurait pu quand même alors, toucher le sujet, soit en allant dans le sens, soit en prenant le contre-pied. Oui. Mais on est obligé de prendre sur ces sujets-là, on est obligé de prendre position dans un sens ou dans l'autre, quelque part. Apparemment, en vous écoutant, on a l'impression que ce sujet, il l'a complètement laissé de côté. Peut-être que la question, étant donné il soutenait qu'il y avait des gouvernements invisibles, était un peu délicate pour lui. Peut-être bien. La question étant de savoir qui sont ces gouvernants invisibles. Justement, moi qui connais bien les protocoles de Sainte-Lution, l'idée de gouvernement invisible, elle est sous-jacente. Parce que ce sont les agents des Juifs qui sont les... Il y a tout un système comme ça de ramification dont les Juifs seraient éventuellement le moteur. Le moteur ou les victimes? Alors ça, c'est encore notre thèse. Ça. Parce qu'il y a d'autres thèses où quand on s'intéresse à une partie, quand on s'intéresse à Sabbatai Tzvi, les franquistes, etc. Un ouvrage très intéressant qui est paru récemment de Charles Novak sur les franquistes. Oui. Que j'ai interviewé d'ailleurs. Il se pourrait que l'ensemble du peuple juif ne connaisse pas son histoire dans les détails. Pourquoi pas? Et qu'une partie du peuple juif soit victime d'une partie d'elle-même. Mais ça, il n'en parle pas de tout ça. C'est vous qui le dites. Il n'en parle pas. C'est vous qui le dites. Il n'en parle pas, mais je dis que... Donc c'est un point qu'il a... C'est un point qu'il a évité. Il y a sur ce sujet-là des auteurs juifs qui sont très intéressants, qui étudient leur histoire. Ben voilà. D'un point de vue tout à fait passionnant. Donc là, on touche à un point qui fait problème, c'est-à-dire qu'apparemment, il n'a pas voulu toucher à ce sujet, ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà, il faudrait explorer tout ce qu'il a écrit, mais enfin, apparemment... ça ne fait qu'affleurer quand il mentionne les protocoles des sages de Sion. Il en parle, il les mentionne tout de même. Oui. Qu'est-ce qu'il en dit alors comment il les mentionne? Enfin, c'est pas facile de retrouver un passage, mais néanmoins. Parce que la fin ici traite du nazisme, des aspects ésotériques du nazisme. Il y a aussi un point. Avec les ouvrages qui étaient parus. Voilà, vous m'intriguez parce qu'on a l'impression. Oui, effectivement. Donc il y avait toutes sortes de raisons d'aborder la question juive, soit du côté de la persécution, du nazisme, soit du côté des gouvernements invisibles, des protocoles des sages de Sion. Du rôle des Juifs dans l'humanité. J'ai l'impression, enfin ça sera vérifié, en tout cas c'est une piste de recherche, j'ai l'impression qu'il a esquivé la question juive. Enfin, on ne va pas rester là-dessus, mais pour moi c'est une évidence qu'il y a là une... Non, c'est sûr qu'il ne sait pas, il n'a pas écrit... Il n'a pas jugé bon d'écrire sur ce sujet. Alors je reviens sur la question des prévisions. Moi j'ai un article qui est paru, que j'avais publié en 1979 de Hutin, où il me parle de l'ère du Verseau, qui pour l'ordre rosicrucien à mort serait lié à l'année 62. Oui. 1962, vous avez son article. Donc il dit l'ère des Verseaux aurait commencé en 62, et donc déjà dans les années 50, l'année 62 était une échéance qui n'était peut-être pas négligeable. Oui, c'est une date. D'ailleurs, en Inde, on en a beaucoup parlé de l'année 62, je crois. Il y avait des configurations comme ça. Enfin, c'est pour vous, non, mais c'est pour vous. C'est une date qu'il n'a pas attendu l'an 2000 pour s'intéresser à la fin du monde. Bien que vous me disiez que, paradoxalement,
dans d'autres ouvrages sur le gouvernement invisible, il ne donnait pas de date, enfin, il ne donnait pas d'échéance. Non, non, il ne donnait pas de date. Mais Alors si peut-être vous que cet voulez, article est plus ancien, mais enfin en tout cas. la fin ici de son ouvrage se termine par vers l'Apocalypse, point d'interrogation. Mhm. Bon, et son ouvrage est de 72. Oui. Bon, donc le problème est que il se réfère à la fois à des prophéties bibliques, à des prophéties ésotériques, type Nostradamus ou la prophétie des papes. Et puis alors, oui. Et puis alors, quelle est l'importance qu'il accorde à René Guénon? Là, je vois absolument qu'il cite René Guénon. C'est quand même un personnage important, Oui. René Guénon. Est-ce que vous l'avez Alors, vu Est-ce que c'est un fil intéressant c'est vrai qu'il le cite assez fréquemment, justement par rapport à. Bon, je dirais qu'il avait aussi ce lien avec un certain nombre de contributeurs de la revue Atlantis. Bon, il y a des revues que j'ai encore j'ai profité quand même exploité. de vous montrer. Par exemple, bon, il était assez ami avec Jean Faure. J'ai bien connu Jean Faure, oui. Qui avait quand même sur ses plans traditionnels, je dirais, une approche qui a dû influencer aussi Hutin. Peut-être. Oui. Donc il se réfère assez souvent à Guénon, et en particulier sur cet aspect de d'approche du Kali Yuga. Et alors là, je relis un article qu'il avait écrit, j'avais sauté. Proche avènement d'un paradis terrestre, point d'interrogation, ou ce que nous verrions plus volontiers possible, longue période, 2 ou 3 générations sacrifiées, de catastrophes que suivrait après la redoutable échéance de l'an 2000, le commencement, l'aube dorée d'un nouveau cycle zodiacal de l'humanité. Donc effectivement, dès 79, en tout cas, je ne sais pas, l'article date de 79, oui. Il avait quand même l'an 2000 en ligne de mire. Comme beaucoup de gens, il pensait qu'il se passerait quelque chose autour de l'an 2000. Donc au niveau Guénon, je pense que il a été influencé par certains auteurs qui écrivaient dans Atlantis. Ensuite, je vous montre aussi oui, bien sûr. D'autres revues qui sont un petit peu plus rares. Au contraire. Alors, avant la Tour Saint-Jacques, là je remonte dans le temps. En effet. La première revue dans laquelle il avait écrit, grâce à Robert Amadou, c'était la revue Métapsychique, de l'Institut Métapsychique. De la rue Copernic. Alors, par exemple, il y avait eu un numéro, l'art, l'occultisme, la parapsychologie. Alors, il avait fait une contribution sur l'alchimie, je crois. Nunez, c'est marrant. Je ne retrouve pas sa contribution. Ah si, voilà, l'art et l'alchimie. Et là, à propos du cas du Trianon, oui, c'est ça. L'apparition. Et donc ça, c'est des années. Donc là, c'est 53. 53. Donc c'est encore avant la Tour Saint-Jacques. C'est vraiment les premières revues où il publie, grâce à Robert Amadou. Et il y a aussi une revue qui va le faire aussi un petit peu connaître, c'est Initiation et Sciences. Ah oui, oui, alors oui. Ça, c'est l'Omnium littéraire. C'était avenue des Champs-Élysées, oui, oui. avec un certain Serge Lavrich qui gérait cette revue. Donc Initiation et Sciences, c'est des revues qu'on trouve encore, des numéros qu'on trouve. Moi j'en ai pas mal d'ailleurs. Oui. Par contre, les premiers numéros de la revue avaient un format plus grand. Oui. Et ça, c'est le format un petit peu réduit. Donc il a eu des articles dans Initiation et Sciences. Une revue aussi qui est plus rare, qui s'appelle La Voie solaire. Ah oui. Alors là, c'était plus justement niveau tradition. Là, il faudrait évoquer certains groupements maçonniques un petit peu particuliers.
il y avait une sorte de scission qui avait donné la loge Opéra. Je ne sais pas si vous Pas connaissez, trop, pas trop. Vaguement, mais enfin j'aurais dû, je devrais, mais je... et en fait, donc certains maçons qui étaient un peu à l'origine de cette tendance aurait créé cette ont créé revue. cette revue. Mm. Il y a Jean-Pierre Bayard et Pierre Mariel qui participent fréquemment. Et lui, il a été embarqué là-dedans alors, aussi. lui a participé à cette revue de la Voie solaire. Alors, il y avait des thèmes comme ça, le Mont-Saint-Michel, Jérusalem, Chartres, Compostelle. Bon. Alors, la Voie solaire, eh bien, bon, il faut savoir que ça a quelques ramifications lointaines hein, dans le temps, avec une autre affaire solaire, Le temple, faire du lors temple. du temple solaire, Ouais. dans le sens où le dénommé Jacques Breyer, qui a été Oui. un inspirateur un petit peu de, Argonia, c'est ça? voilà, Ergonia et puis d'autres ouvrages. Bon, l'histoire est un peu longue, mais il y a tous ces ordres les néo-templiers. Et en fait, c'est Serge Caillé qui a retracé l'histoire de l'ordre rénové du Temple, l'ORT, qui ensuite va donner par différentes évolutions l'ordre du Temple solaire. Et donc, il y a des prémices déjà dans cette mouvance des années 60, Jacques Breyer, enfin de choses qui vont devenir néo-templiers et aboutir à cet ordre du temple solaire. Donc en fait, Serge Hutin s'est retrouvé un petit peu mêlé par l'intermédiaire de la Morque et de l'ordre rénové du temple. C'est un petit peu retrouvé mêlé non pas à l'histoire de l'ordre du temple solaire, mais disons qu'il s'y intéressait du fait qu'il connaissait certains... Donc il a été quand même embarqué dans des polémiques à l'intérieur du maçonnisme. Des clivages ou des scissions ou des... plus à l'intérieur du maçonnisme, moi je dirais de mouvements... Parce que vous me dites que la Voie solaire ouais. c'était lié à la loge Opéra. Oui. Donc c'était bien maçonnique. Oui, mais c'était souvent des scissions ou des groupements qui... Alors ça c'est le symbolisme. Alors je connais bien, alors le symbolisme, je connais bien le symbolisme parce que je connais la fille de Marius Lepage. Ah oui. Je vous avais déjà dit d'ailleurs qu'on pouvait faire éventuellement un travail avec elle, je ne sais pas, enfin, en tout cas, je connais Véronique Lepage, qui est toujours en vie d'ailleurs, qui habite Laval, oui. Et dont le père a dû prendre la succession de Oswald Wirth. Oui. Alors il a eu aussi des articles publiés dans le symbolisme. Là c'est dans les années 60. Décidément, il est partout. Hein. Même 58. Oui. Ah oui, non, une centaine de revues, hein, donc là je suis loin d'avoir... Mais il y avait une fluidité quand même, il y avait une espèce de... C'est vrai que c'est impressionnant, il y avait une fluidité. Enfin, tout ça, ça se connectait, on passait de l'un à l'autre. Alors, il a participé un tout petit peu à la revue Planète. Ah ben oui, le fameux phénomène Planète. Il a eu un petit article dans le numéro 2. Pas grand-chose par rapport à l'ensemble. Il connaissait Jacques Bergier, mais voilà, de toute façon, il connaissait un peu tout le monde dans le milieu ésotérique, alors c'était toujours notre grand ami Jacques Bergier, mais est-ce quel était leur degré d'amitié ils se fréquentaient, mais... Alors, ensuite, il y a eu une série qui est plus difficile à trouver, ça s'appelle Les Cahiers du Chêne d'Or. Alors ça, c'est un auteur qui s'appelle Charpentier, qui avait publié justement dans L'énigme de l'univers, voilà, c'est ça. Les Templiers. Voilà, c'est ça. C'est Louis Charpentier. Oui. Donc là, il y a un numéro sur l'alchimie, aux lieux et lieux sacrés, fantastique et sorcellerie, numéro spécial contes et légendes,
Voilà, donc Hutin participait à ça. Enfin, et donc là, c'était aussi un petit peu dans la mouvance Seignol aussi. Il y avait des aspects un peu littéraires, fantastiques. Alors, je regarde encore les revues. Qu'est-ce que vous avez d'autres, encore d'autres revues? Alors, euh, alors, les cahiers de l'étrange. Alors là, je n'ai pas de numéro avec une publication de Serge Hutin, mais enfin là, on voit les auteurs, par exemple Gérard de Sède, Guy Tarade, Maurice Guingamp. Donc, je pense que dans cette revue-là, il a eu des articles publiés aussi, les cahiers de Vous l'étrange. supposez, oui. Non, mais je les répertoriés, mais j'ai pas Oui, d'accord, vous les n'avez pas le numéros, numéro, quoi. oui. Il avait aussi parfois des articles dans un petit peu plus grand public dans la Historien. revue Historia. Ouais. Alors par exemple là sur les morts mystérieuses, il évoque le crash de cet avion dans lequel voilà, on a la photo, je crois que c'est d'ailleurs l'unique photo qu'il avait d'elle, euh, de cette Marie-Rose Balleron à laquelle il était très attaché et qui a péri donc dans le crash de cet avion Et oui, donc c'est ça qu'il... qui l'a beaucoup oui, perturbé. c'est ça, vous m'en parliez de ça. Et il s'en est en fait jamais remis, quoi. Oui, oui, oui. Parce qu'il avait le sentiment d'avoir trouvé la femme de sa vie. Mais ils étaient liés? Il devait, dans ce En qu'il quelle année, à rapporte, quelle année cette catastrophe, dites-moi? octobre 72, Ah oui, d'accord, oui. alors qu'elle se rendait à une réunion de la Morque et que d'après lui, elle devait révéler, elle avait un dossier compromettant et que pour lui, on a voulu se débarrasser d'elle et que cet accident est peut-être plus qu'un accident. Mmh. D'où, Il a écrit ces fameux romans c'est le fameux roman. inédits. Dans de nombreux articles, il y fait allusion, qu'il pense que c'est un attentat sur cet avion. Mais l'histoire complète, c'est l'étrange vie du commissaire Sauneron, je crois. C'est le nom de ce roman Le de titre, fiction, ouais. le roman à clé, qui n'est pas publié. Qui n'est pas publiable, peut-être. Oui. Et je ne sais pas s'il n'est pas publiable, mais il se trouve à Prades dans le 66. Oui. Peut-être qu'un jour, des frères maçons. À ce bien- propos, bien dans le 66, intentionnés. il avait fréquenté aussi, je pense, François Brousse Oui, 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 oui. et, François Brousse. Oui. la revue Feu et Flamme, je sais pas quoi. Oui, oui, alors dans le sud, alors il y a toute sa vie dans Noël le, Bernard, François Villet, tout ça. voilà, dans le sud-ouest, vers Montpellier, Carcassonne Perpignan. Et Perpignan. Alors il y avait bon, on a un petit peu pris comme caution, on va dire, alors j'ai oublié le À nom. Carcassonne aussi, il y a tout un groupe. Pour fonder un peu des groupes initiatiques et le prendre comme président d'honneur. Alors comme lui s'était beaucoup intéressé à un rite maçonnique égyptien venant de Cagliostro. Il avait connu d'ailleurs Robert Amblin, je pense, à une époque. Oui, là, celui-là, il a sans doute. Moi, je les avais en face. Moi, justement, je me souviens d'un congrès de mai 77 oui. où je les avais invités tous les deux à un de mes colloques, Oui, au oui, FIAP. bien sûr. Alors, une revue un peu plus littéraire qui s'appelle Présence. Oui. Alors, Il n'a pas publié dans les horizons du fantastique non plus. si, il a publié dans les horizons du fantastique. Je vais vous en d'accord. montrer. Parce que moi, je connais bien cette revue. Oui, oui. Alors, là, Serge Hutin, Les alchimistes rosicruciens. Voilà, André Lebois, donc c'est un petit peu plus Claude Seignol. C'est une revue un petit peu plus littéraire. Là, le fantastique. Vous remarquerez que là, quand même, on met carrément son nom en première. Oui, oui, oui. Oui, parce que là, bon, il a une contribution. Oui, mais là, dans l'autre, on ne met pas le nom de l'auteur. Il est juste un peu petit, là. Voilà. Oui, oui. Mais là, il avait un article plus conséquent. Alors. Qu'est-ce que vous avez encore trouvé? Petite revue aussi un peu plus confidentielle, mais liée à plus à Rennes-le-Château. Pégase, la vulgarisation de la connaissance. Alors, bon, là, le comte de Saint-Germain. Mais là, le fameux Pierre Plantard, par rapport à l'histoire de Rennes-le-Château.
et Rennes-le-Château. Voilà. Donc il a également eu des petits, je crois, des petits articles dans Pégase. Il a écrit sur Rennes-le-Château un livre ou pas? Alors, pas de livre, il a écrit un article dans l'initiation. Alors, il s'est rendu, comme il n'était pas très loin, vers Perpignan, là, il s'est rendu à Rennes-le-Château. Je crois qu'il y allait avec. Enfin, bon, je ne sais plus quels amis, mais il s'est rendu. Donc, il avait un peu aussi ses propres interprétations. Donc, dans le 66, il ne s'est pas ennuyé quand même, il y avait des choses à faire. Ah oui, non, je ne suis pas ennuyé. Alors, quelque chose qui va peut-être vous intéresser, c'est quelques articles dans les cahiers astrologiques. Ah bah oui, forcément, oui. Alors, qu'est-ce qu'il est l'astrologie devant la science. Ah oui, justement, alors qu'est-ce qu'il écrit sur l'astrologie parce qu'en fin de compte, à la différence d'Amadou, qui était astrologue carrément, Oui. Hutin n'était pas initié à l'astrologie. Non, il n'était pas initié. Il était, bien qu'il ait publié, il assurait c'est assuré dans mon école d'astrologie des cours d'histoire de l'astrologie oui. dans les années 78. Alors, là, je vous avoue que les articles d'astrologie de Serge Hutin, je n'ai pas vraiment. C'est l'occasion. L'ésotérisme astrologique des frères de la Rose-Croix. Voilà, Bon, en 75-76. C'est parfois des petits articles. Un cours d'astrologie, 75-76. Des Oui. petits articles, bon, qui. Et d'ailleurs, c'est pas toujours astrologique, puisque là, à propos des chaos rocheux de Fontainebleau. Voilà, non, mais dans les cahiers astrologiques, on n'était pas uniquement sur voilà, l'astrologie. Parfois, bon, là, c'est un numéro spécial sur Nostradamus. Donc, en fait, forcément. C'est pas toujours spécialement. Non, mais Nostradamus, c'est quand. Et là, les alchimistes et l'astrologie. Oui. Donc, en fait, c'était toujours un peu ce qui rattachait à ces sujets de prédilection. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est l'alchimie, monsieur Lalvé. Oui. Parce que c'est quand même une partie importante de son travail, et même peut-être, je ne sais pas, même un point sur lequel il a été assez apprécié. Alors, il est vrai qu'il a écrit pas mal d'ouvrages sur l'alchimie. Alors, j'essaie de reprendre. Donc, il y a eu son premier. Voilà. Que sais-je. Donc, effectivement, qui sera d'ailleurs. Est-ce qu'il a été remplacé? Il est toujours, à ma connaissance, non. Il n'y a pas eu, parce que souvent, que sais-je, demande à un autre auteur de prendre la relève. À ma connaissance, non, toujours le que sais-je, alchimie, en 2014, c'est toujours Serge Hutin. Alors, 2014, il faudrait vérifier, mais jusqu'il y a encore 4-5 ans, il y avait toujours des rééditions du même que sais-je, de Serge Hutin. Je crois que c'était la 13e édition, voilà. Je pense que certains, alors je vais m'en expliquer, rêveraient de pouvoir réécrire un que sais-je sur l'alchimie. Et à propos de l'Encyclopédia Universalis, est-ce qu'il a écrit, il a été amené à écrire dans ce cadre? Il a écrit quelque chose sur l'article. Je ne sais plus si c'est ésotérisme ou maçonnerie, mais il y a une contribution dans l'encyclopédia. Voilà, continuer sur l'alchimie donc. Alors, et qu'est-ce qu'il avait à bon, alors, d'abord, je remonte un petit peu les livres. Donc, que sais-je, les alchimistes. La vie des alchimistes, tout ça. L'histoire de l'alchimie, donc chez Marabout. Donc, sans faire le parallèle avec l'histoire de l'astrologie, il faudrait voir si c'est pas aussi. Je crois qu'il connaissait mieux quand même l'histoire de l'alchimie que fortement inspiré aussi de certains ouvrages étrangers de langue anglaise ou allemande. Ou allemande, oui. La vie quotidienne des alchimistes au Moyen Âge. Bon, là qui est plus au quotidien que l'historique. L'immortalité alchimique, alors celui-là il est un petit peu moins courant et moins bonne facture dans le sens où il y a plus de. Et puis il y a Nostradamus et l'alchimie. Voilà, et Nostradamus et l'alchimie que j'avais posé quelque part. Oui, tout à l'heure, oui. Voilà. Bon, mais alors finalement, quand même, on aimerait savoir qu'est-ce qu'il a écrit sur l'alchimie. Je veux dire, maintenant on a vu ce qu'il a écrit, mais quel était le contenu de tout son travail? Alors. Et quelle était la raison de son intérêt pour ce sujet? Oui, et comment il a abordé ce sujet?
Alors la raison de son intérêt, moi je pense que ça vient déjà de son mémoire sur Robert Fludd, qu'il a très vite Ah oui. orienté à la fois sur les Rose-Croix et sur l'alchimie. Euh, Ensuite, je pense que ça correspondait à son système, parce qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée, c'est, on va dire, ces conceptions spirituelles, on pourrait dire, c'est-à-dire au point de vue de sa conception du monde, rapport au salut, etc. Enfin, ces conceptions spirituelles proprement. Alors, il était quoi? Il était catholique croyant? Il était quoi? Alors, il s'y réfère très peu, mais il a eu une éducation catholique parce que dans un article, il signale que justement cette Marie-Rose Balleron avait eu tendance à le ramener, à l'inciter à revenir à sa, Comme Madame de Maintenon? à sa tradition catholique d'enfance. Donc il a eu une éducation catholique. Ceci étant, je pense que très tôt, comme il a eu ses convictions de vie antérieure, que la fréquentation de la morgue l'a également orienté vers des conceptions spirituelles plutôt gnostiques et théosophiques, gnostiques. Il avait, par rapport au catholicisme, je dirais, traditionnel, il s'était fort, à mon avis, éloigné du dogme catholique traditionnel. Alors justement, excusez-moi, alors je pense à une chose. Oui. Est-ce qu'il a écrit sur le diable? Est-ce qu'il a écrit sur l'exorcisme? Alors, sur le diable, il n'y a pas d'ouvrage. Il n'a pas écrit d'ouvrage spécifique. Je pense que c'était un peu réservé la chasse gardée de Roland Villeneuve. Ah bon? Roland Villeneuve a... Non, mais je veux dire, il a écrit beaucoup sur le sujet. Serge Hutin... Il y a peut-être vous avez peut-être raison, il y a peut-être des phénomènes de séparation comme ça, de partage de Yalté. Alors, simplement, il a publié un ouvrage sur l'envoûtement. Ah oui, voilà. Il n'a pas manqué l'envoûtement. À une période justement où je pense qu'il fréquentait quelques mages peut-être versés dans le sujet, et où lui-même a pu se croire envoûté, a pu penser quand il allait mal et que plus rien n'allait dans sa vie, que il avait perdu donc cette femme aimée, avec ses éditeurs, qu'il n'avait plus de contrat, que quelqu'un. Et puis l'histoire de sa mère avec cette histoire de. Ensuite, qui s'est retrouvé à la rue. Quoique là, c'est quand même avant, hein, c'est 73, mais c'est quand même peu de temps après la mort de cette Marie-Rose Balleron. Oui. Est-ce que ça a eu une influence sur ses idées? Mais donc sur le diable proprement parler, il n'a pas vraiment eu d'ouvrage. Non, mais pour revenir, alors ah oui, il y a un petit. Alors vous étiez en train de parler de sa spiritualité. Oui. Tout ça je vais revenir sur l'alchimie après. Deux que sais-je encore à mentionner. Donc un que sais-je sur les gnostiques, qui est assez difficile à trouver parce qu'il y a eu, je crois, qu'une seule édition. Et il est paru en 70. Et donc c'est quand même c'est donc une deuxième période, que sais-je. Et ensuite, un peu plus à l'écart dans sa production, dans sa philosophie anglaise et américaine, qui n'est pas courant non plus. Oui, enfin ça c'est 58 effectivement. Donc toujours, ces fameuses années 50, les années 50 étaient 50-60 étaient très fructueuses. Alors, je pense que son approche
de l'alchimie, c'est... Oui, alors ça tenait à quoi, oui? Ça tenait en particulier, je pense aussi à l'influence de certains auteurs comme Jung, parce que dans les années... bon, son ouvrage sur la chimie, c'est... 58, 52, oui. C'est 50. Après 58. Hein, oui, il a publié 4 que 16 dans les années 50, oui. 51. Alors, il y a sur ses livres sur l'alchimie, en tout cas, ils étaient appréciés, ils sont appréciés par certains amateurs d'ésotérisme alchimique, mais ils sont maintenant assez fortement, comment je dirais, contestés par un ensemble de chercheurs plus récents des années 90, 90. Qui désavouent un peu son travail. Qui estiment que la vision qu'il donne de l'alchimie est une vision en fait curieusement assez moderne, qui est apparue au 19e ou 20e siècle, mais qui n'est pas conforme à ce qu'était l'alchimie au 16e, 17e. C'est-à-dire que, Hutin, quand il fait ses articles sur l'alchimie, on a toujours Nicolas Flamel, Paracels, etc. Enfin, toujours les références classiques. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il ne s'est pas attaché à l'étude, à la publication de textes alchimiques, alors qu'il y en a de très nombreux, et encore moins à leur étude. On dit souvent que c'était un polygraphe en fait, c'est ça. Qu'il écrivait sur des tas de sujets, avec des travaux de seconde main. Enfin, voilà. Mais je veux dire, il n'a pas fait. Il avait un filon. Il n'a pas fait œuvre proprement parlée, critique sur. Alors, ce qui est intéressant en vous écoutant, il y a une espèce d'empire hutin, une sorte d'empire de. Alors, comment se fait-il qu'il est. C'est un empire qui a pas très bien fini. Non, mais les empires ne finissent jamais très bien, vous savez, de toute façon. Bon. Mais c'est quand même un empire. Ce qui est assez remarquable, moi, ce qui me frappe, moi, sociologiquement, c'est qu'un seul et même personnage ait pu exercer une forme de pouvoir auprès dans le domaine de l'ésotérisme, quelque part, dans le pouvoir éditorial, en tout cas, parce qu'il a fait le travail qui aurait pu être fait par 4 ou 5 personnes différentes, si vous voulez. Donc il a monopolisé, avec son énergie remarquable, l'attention des éditeurs. Parce que, est-ce que vous avez des... Alors je vais poser une question un peu idiote, mais en dehors de Hutin, est-ce qu'il y a des personnages qui ont la même envergure? Parce qu'il faut toujours comparer. Il y a quand même quelques... Donnez-moi des exemples de personnages qui ont... qui ont un ensemble aussi consistant, aussi puissant, aussi large que Hutin. Ou du moins qui pourrait se comparer en deuxième temps, qui pourrait, disons, apparaître comme... Et puis, est-ce qu'il y a des personnages qui auraient pris la succession de Hutin dans ce statut, ou est-ce que les conditions n'étaient plus réunies? Alors, aussi large que lui, j'ai du mal à voir, parce que il y a eu Jean-Pierre Bayard qui s'est cantonné plus dans la franc-maçonnerie, Roland Villeneuve plus dans la démonologie, mais qui est couvert autant de sujets. Et qui est couvert autant de sujets et qui était autant publié, parce que il y a quand même une chose est d'écrire, une chose est de paraître. Oui. Donc il a exercé une sorte de magistère éditorial pendant une vingtaine d'années, qui est quand même assez stupéfiante. Sauf si, effectivement, vous m'apportez la contradiction.
Alors attendez, parce que j'ai noté. Bon, alors, Jacques Bergier, euh, Le matin des magiciens. il n'a pas. Bon, il a écrit dans le domaine de la science-fiction, des sciences. Il a fait beaucoup d'articles. Bon, c'est vrai, quand on voit la bibliographie de Jacques Bergier, c'est conséquent également, hein. Mais bon, Jean-Pierre Bayard, ça reste un petit peu. Il y a, en quantité d'ouvrages, il y a certainement autant de livres de Jean-Pierre Bayard, hein. Mais lui, c'était vraiment la symbolique maçonnique, enfin, était vraiment plus fixé dans la franc-maçonnerie. Pierre Mariel, bon, c'est moins abondant peut-être dans la publication. Bon, non, en quantité d'ouvrages, bon, il y a d'autres auteurs, hein, François Rivado-Dumas, Jean Faure. Bon, Jean Faure, il en a fait aussi quelques-uns, mais c'était plus cantonné dans un domaine de tradition. Alors qu'est-ce qui serait, donc finalement, on Alors, pourrait poser, Tarade. qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas eu Hutin? Enfin, je veux dire, Non, je pense que c'est. est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire que Hutin a profité d'une vague, ou est-ce que c'est la vague qui a profité de Hutin? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas Hutin, il aurait fallu l'inventer. Mais je pense qu'il était quand même un peu. Étant donné qu'il n'avait pas d'autres. Il a quand même lui-même contribué à la dynamique de cette vague. Il n'a pas simplement, Oui. surfé dessus. Il a fallu aussi, contribué sa présence à même, production. a suscité Alors, des publications. Bon, il y a ses ouvrages, il y a ses articles dans les revues et il y a ses conférences. Parce qu'on n'a pas du tout parlé de ses conférences, mais il a donné des centaines de conférences en France entière. Donc il a eu un certain public qu'il connaissait. Où il pouvait vendre certains livres, peut-être. Bon, je sais pas. Donc effectivement. Ça ne fait qu'aggraver la situation. euh, Ça montre bien qu'il y a un empire, il y a une position extrêmement hégémonique de Hutin dans le domaine de l'édition ésotérique, dans le domaine des revues, dans le domaine des conférences, qui n'a pas de... Sans parler d'empire, parce que ça fait quand même un petit La peu notion, excessif. j'emploie la notion d'empire sciemment, termes de monsieur pouvoir. Lalvé, parce que